Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à ce moment de la journée là euh, pour travailler avec nous sur le sujet des évaluations nationales. Donc, je sais que cette visio accueille à la fois des professeurs de lettres et des professeurs de mathématiques. Donc, moi, je m'appelle Odile Aubert, je suis à IPR de lettres, puis je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour à tous, Jérôme Couderbe, inspecteur en mathématiques. Bonjour, Léa Andreucci, inspectrice en mathématiques, physique, chimie. Et Stéphane Clément, inspecteur en mathématiques. Bien, donc cette visioconférence, elle est destinée à essayer de réfléchir avec vous sur la façon dont les résultats de ces évaluations nationales qui sont passées en lycée, général et professionnel depuis des années, qui sont quand même relativement coûteuses en temps, peuvent vous aider à remédier à la difficulté des élèves ou à mieux la prendre en charge en début d'année. Donc là, il va y avoir des outils de restitution spécifiques et puis des démarches d'analyse qui vont vous être présentées. Il y a un chat. Et puis, je crois, chers collègues, que vous avez mis à disposition des enseignants dans le chat des documents dont vous allez pouvoir avoir besoin pendant la visio, ou du moins que vous aurez à consulter, dont Jérôme vous parlera plus tard. Là, aujourd'hui, il s'agit vraiment de travailler sur les données brutes. C'est-à-dire qu'il y a deux types de résultats dans les évaluations nationales. Ceux auxquels vous avez accès dès la passation, c'est-à-dire les données brutes. Là, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et puis, il y a ceux qui sont issus du traitement statistique de l'ADEPE, qui sont plus robustes, qu'on appelle les données consolidées, celles qui servent pour un pilotage plus global à l'échelle de l'établissement, de l'académie, du national, etc., qui produisent des statistiques. Ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. C'est aujourd'hui, elles peuvent juste constituer un point de repère pour analyser justement celles qui vont nous intéresser, c'est-à-dire vos élèves viennent de passer le test, il y a une restitution qui a été extraite sur une application, une plateforme particulière par vos chefs d'établissement. On a ça, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça peut nous servir pour aider les élèves. Jérôme, je te laisse la parole. Merci Odile. Alors, ce temps de présentation, vous le voyez en 3 points. D'abord, une petite introduction avec 2 sous-rubriques. Il y a une vision globale, mais c'est des choses que vous connaissez déjà. Et puis, simplement indiquer ce que sont les résultats consolidés nationaux et de quelle manière ils peuvent nous servir de référence, y compris quand ce sont les résultats de l'année dernière. Une deuxième partie et une troisième partie qui seront, elles, le cœur du sujet, puisqu'elles seront consacrées à des démarches d'analyse des résultats. Le premier point, c'est une démarche d'analyse qui va reposer sur les domaines, donc les résultats des élèves individuels par domaine, comme vous le savez, donc on détaillera un peu après. Et puis, troisième point, une analyse un peu plus affinée, cette fois-ci, puisqu'on va rentrer à l'intérieur des domaines par le biais des tests spécifiques pour avoir accès aux réponses d'élèves, aux énoncés, aux distracteurs, et donc essayer en tout cas de voir de quelle manière cela nous renseigne de manière plus fine sur des besoins ou sur des profils d'élèves. Alors, en partie introductive, de manière très liminaire, vous voyez ici que les évaluations nationales, c'est désormais un processus assez complet qui concerne l'ensemble des niveaux sur le premier degré et également l'ensemble des niveaux sur le collège jusqu'au lycée en classe de seconde, avec comme nouveauté cette année, notamment dans le secondaire, des évaluations nationales en 5e et en 3e qui sont optionnelles pour les établissements qui le souhaitent. Et ce sont des évaluations qui se déroulent en début de chaque année, à l'exception
du niveau CP où il y a une évaluation complémentaire qui peut arriver, enfin qui survient en milieu d'année. Ces évaluations, c'est un processus commun qui évalue plusieurs domaines. Alors, ce sont des domaines qui sont empruntés essentiellement à 2 disciplines, le français et les mathématiques. Pour autant, c'est vrai qu'on peut considérer que ça n'est pas seulement le regard de l'enseignant, en tout cas la responsabilité des enseignants de maths et de français que ça interpelle. Ça peut interpeller évidemment un regard beaucoup plus élargi que celui-ci. Et ce sont des évaluations, vous voyez, donc par domaine et qui, par prélèvement de questions dans certains domaines, permettent de constituer ce qu'on appelle les tests spécifiques, c'est-à-dire un ensemble de questions libérées auxquelles on a l'intégralité de l'information, comme on le disait tout à l'heure. Alors vous avez ici le descriptif de ces domaines évalués, ici en français, en seconde GT et puis en seconde professionnelle. Donc ça, c'est des documents qui sont sur Eduscol, que vous pouvez tout à fait consulter naturellement, mais ici on vous les a compulsés, qui donnent un petit peu une idée à la fois des domaines qui sont balayés, et puis aussi des différents items qui sont prélevés à l'intérieur de chacun des domaines. Voilà ce que ça donne pour les mathématiques, même chose en seconde générale et technologique, et puis en seconde voie professionnelle. Vous pouvez voir qu'il y a quatre domaines en seconde GT, et de manière très transversale, vous avez un test spécifique, ici automatisme, qui consiste à venir prélever dans chacun des domaines un certain nombre d'items. Vous voyez qu'ici d'ailleurs, le prélèvement se fait de manière relativement équilibrée entre les différents domaines, ce qui n'est pas le cas, ce qui est une différence à noter, à remarquer par rapport au collège. Alors, les résultats consolidés, pour quelles raisons on en parle ici? Ce sont des résultats, donc on vous les a mis à disposition dans le chat ici, en téléchargement, parce que ce sont des résultats que l'on trouve bien sûr sur les documents Eduscol, mais qui sont produits bien après les passations des élèves. Donc là, on parle bien des résultats consolidés, qui n'ont rien à voir avec les résultats bruts, enfin quand je dis rien à voir, qui en tout cas viennent seulement après, bien après les passations. Et donc, vous avez un document complet qui permet pour chacun des niveaux, chacune des disciplines, chacun des domaines, d'aller consulter les résultats nationaux à ces évaluations nationales. Et donc ici, à titre d'illustration, hein, vous avez un exemple. Alors bien entendu, ici, ce sont les résultats des années antérieures, ici de l'année 2023. L'année 2024, elle viendra un petit peu plus tard, lorsque l'organisme statistique de l'éducation nationale, qu'on appelle l'ADEP, eh bien, aura fait son traitement d'information pour nous les mettre à disposition. Mais en tout cas, étant donné que les tests n'ont pas changé, on peut simplement s'en servir, enfin en tout cas on peut s'en servir, les utiliser comme référence par rapport aux tests que l'on fait passer cette année à l'intérieur de chacun des établissements. Voilà un petit zoom ici, peut-être Odile, tu souhaites en dire quelques mots plus particuliers. Alors, juste quelques mots peut-être sur les résultats en seconde générale, tout d'abord. Vous voyez en haut, dans la colonne, là, sur la première ligne, dans la première colonne et sur la première ligne, la mention ensemble. Déjà, ça veut dire que quelle que soit la catégorie du public que vous avez, est-ce que c'est un public très défavorisé ou un public très favorisé, toutes les statistiques présentées mélangent toutes ces catégories de publics. Donc là, comme vous l'a montré mon collègue dans la diapositive précédente, il faut quand même essayer de se comparer de manière générale à un établissement qui a le même type de public. Là, j'attire votre attention peut-être sur une compétence, parce qu'elles sont toutes globalement à peu près bien réparties, sauf peut-être la compétence orthographique où on a quand même beaucoup d'élèves satisfaisants au national. C'est quand même relativement étonnant compte tenu de tout ce que nous disent les professeurs sur l'orthographe de leurs élèves là quand ils arrivent en seconde. Et vous voyez que la compréhension de l'oral est particulièrement chutée. Donc bien évidemment, ça nous interroge parce que comment est-ce que c'est possible que les élèves comprennent à l'écrit alors qu'ils ont du mal à entrer dans la lecture si déjà ils ne comprennent pas à l'oral
Alors c'est une petite vidéo de présentation, hein, c'est un tout petit extrait de documentaire, donc c'est assez simple avec des questions de compréhension. Mais vous aussi, si vous avez dans votre établissement des résultats très très faibles en compréhension de l'oral, peut-être qu'il faut relativiser tout d'abord en regardant les résultats nationaux. Et puis, bien sûr, peut-être voir aussi les conditions de passation, puisque les tests de compréhension de l'oral arrivent à la fin de la passation, et donc les élèves sont un petit peu fatigués et ont tendance à cliquer un petit peu n'importe comment ou à ne pas répondre aux questions. Donc, du coup, ça rentre comme une réponse, on va dire, fausse. Hein, donc, à ce moment-là, c'est vrai que la compréhension de l'oral, c'est peut-être quelque chose dans vos liaisons avec le collège qui doit peut-être reconsidéré. Et surtout, si on le regarde comparativement au… J'essaie de passer… Alors, attends, j'ai pas mis… Je deviens présentateur et je passe. Si on le compare avec les résultats en lycée professionnel, où vous voyez, c'est beaucoup plus faible ailleurs, notamment en orthographe, hein. Mais en revanche, la compréhension de l'oral, ça fonctionne mieux, hein. Ça peut être vraiment un appui pour entrer en travail avec les élèves, parce que justement, c'est un point d'appui beaucoup plus certain que l'écrit sous toutes ses formes. Voilà, juste ces petits éléments de précision pour travailler sur les résultats consolidés. Alors, pour la suite, qu'on rentre là cette fois dans le vif du sujet et l'analyse des résultats. Tout d'abord, par domaine. Donc, comme vous le savez, hein, on a des résultats de deux formes. La première, c'est des résultats individuels par domaine qui nous donnent trois catégories, qui se déclinent en trois catégories de mesures. On a les élèves à besoin, les élèves fragiles, et puis les élèves considérés satisfaisants. Pour aider à l'analyse de ces résultats, eh bien, on met à disposition des établissements ce qu'on appelle un tableau de bord. C'est désormais un outil qui est relativement connu par vos chefs d'établissement et qui consiste, enfin en tout cas dont l'idée est d'aider un petit peu à la lecture de ces données, des résultats par domaine. Alors, on ne va pas ici voir de quelle manière on l'alimente, ce support-là. Vos chefs d'établissement ont eu une visio la semaine dernière à ce sujet, mais simplement parcourir très rapidement les différents onglets pour observer quel type d'informations on peut recueillir. Alors d'abord, la première page, c'est la page d'information. Sur cette page d'information, vous retrouvez déjà la caractéristique de chacun des onglets et puis également d'autres informations du type celle-ci, c'est-à-dire que vous allez avoir dans des onglets, dans des tableaux, des cases, des cellules en tout cas, qui sont surlignées en rouge ou en vert selon l'écart de score qu'il y a entre une classe et la référence qui est ici l'établissement. C'est une chose que j'ai oublié d'indiquer, qui est très importante, c'est que la référence ici à laquelle on va essayer de se comparer, c'est l'établissement. Il n'y a pas de référence au-dessus dans ce tableau-là, puisqu'on exploite les résultats bruts qui sont issus de l'établissement. Et donc, on y fait référence. Donc, l'entité la plus large que l'on peut observer, c'est l'établissement lui-même. Voilà. Et donc, les écarts produits entre une classe et l'établissement amènent certaines cellules à être marquées en rouge ou en vert. Selon la situation, on y reviendra. Voilà, donc si on parcourt un petit peu les différents onglets, ça se présente sous la forme de tableurs relativement standards, c'est-à-dire vous avez des tableaux qui vous permettent de faire des comparaisons. Le premier tableau qui apparaît sur ces pages-là, c'est celui sur l'établissement complet. Alors ici, vous avez une illustration sur un collège, mais on verra après une exploitation sur le lycée. Et en dessous, vous voyez qu'on compare l'entité la plus grande aux entités qu'elle abrite. Et donc ici, par exemple, les classes ou ici les écoles d'un collège. Voilà. Donc vous avez ces onglets-là aussi bien en maths et en français, et donc vous avez effectivement en dessous ces fameuses cellules qui peuvent être surlignées en rouge ou en vert selon l'écart qu'elles entretiennent avec l'établissement.
Alors, que signifient ces couleurs-là? L'écart en rouge signifie qu'il y a, pardon, les cellules en rouge signifient qu'il y a un écart important entre la classe et puis l'établissement en défaveur de la classe, c'est-à-dire qu'en fait, dans un domaine donné, il y a une proportion d'élèves à besoin beaucoup plus importante quand on la compare à la proportion de l'établissement. Et puis, au contraire, quand vous avez une proportion d'élèves satisfaisants plus importante dans les classes que ce n'est le cas dans l'établissement, vous avez les cellules qui, à ce moment-là, sont surlignées en vert. Ce qui est important à observer, c'est que cet écart-là, il est proposé par défaut dans le fichier à 15%. Alors 15% ou 17%, vous verrez, il y a un calcul statistique qui est fait derrière pour fixer une valeur de référence. Pour autant, vous pouvez vous-même indiquer l'écart que vous souhaitez observer. Voilà, donc on saisit l'écart et ça permet comme ça de moduler un petit peu l'analyse que l'on peut faire avec ces tableaux. Dans les autres onglets, vous allez trouver exactement le même type d'information, mais présenté sous forme de graphiques empilés, et ça permet d'une façon plus visuelle d'obtenir ou d'analyser le même type d'information qu'avec les tableaux. Voilà, alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'obtenir des informations, hein? Quel type d'informations on peut obtenir de cette manière-là? Ça va être l'objet maintenant d'un cas présenté sur un lycée. Alors, tout est anonymisé, bien entendu, et on part avec les domaines de grammaire et de l'orthographe. Donc, on va effectivement aller regarder dans le graphique ci-dessus les résultats en grammaire et puis en orthographe. On va quand même, tout d'abord, vous voyez, moi, je ne me suis pas inquiétée. J'ai fait ce choix de la grammaire et de l'orthographe parce que c'est vrai que les professeurs m'en parlent beaucoup. Et puis alors que vous voyez que la colonne compréhension de l'oral, elle comporte énormément d'élèves à besoin. Sauf que je suis allée regarder au national et je me suis dit, bon, finalement, comparativement au national, c'est vrai que c'est échoué partout, donc c'est peut-être un problème beaucoup plus global et beaucoup plus général qu'un problème lié vraiment aux élèves de mon établissement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, je suis allée regarder les deux colonnes, si on peut dire, qui présentent le plus d'élèves à besoin, et donc ça tombe sur la grammaire et l'orthographe. Donc là, mais je me dis, ce qui est quand même embêtant quand même, c'est que on n'a pas les items là, on n'a pas les questions. On ne sait pas ce sur quoi ils sont interrogés dans ces domaines-là. Donc, on va quand même aller voir globalement en quoi ça consiste. Ça veut dire quoi pour un élève qui arrive en seconde d'être en difficulté, que ce soit en lycée professionnel ou en lycée général, que d'être en difficulté en grammaire et en orthographe. Et donc, pour ça, il faut que je devienne présentatrice. Oui, c'est bon, voilà. Pour ça, on a une analyse qui est produite, et ça, c'est ce qui est produit par l'ADEP, par les concepteurs des évaluations, et qui nous indique à quel moment, effectivement, à quel nombre de réponses et sur quoi on considère qu'un élève est à besoin, qu'un élève est fragile ou qu'un élève est satisfaisant dans ces domaines-là. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça, dans la grande, on va dire, complexité du programme que vous avez à traiter, ça peut quand même nous indiquer des prérequis absolument essentiels sur lesquels on doit pouvoir revenir avant d'aller plus loin. Et ça, en classe, bien sûr. Donc là, ce qu'on sait, c'est que les élèves à besoin, ils ont quelques mots-outils en tête. Ils arrivent à pronominaliser dans une phrase simple, mais ils n'ont aucune terminologie grammaticale. Hein. Donc, ça veut dire que là, vraiment, ils ont des compétences métalinguistiques qui ne sont pas construites. Avec les élèves fragiles,
c'est la chaîne des substituts dans un ensemble de phrases qui semble aussi non acquise. Et ils ne savent pas opérer les manipulations qui sont maintenant demandées au brevet des collèges pour se repérer dans la phrase. Et les élèves satisfaisants, ils sont en capacité d'effectuer ces tâches cibles, mais pas nécessairement plus. Et donc, ça va nous permettre de cibler plus spécifiquement les prérequis de base de l'entrée en seconde à partir du niveau des élèves que l'on a pour complexifier progressivement. Par exemple, associer un pronom substitut au groupe nominal référent dans une phrase simple, ça peut déjà servir de base et qui va effectivement se complexifier au fur et à mesure qu'on complexifie la phrase. Et bien sûr, s'il n'arrive pas à faire cela, ça va avoir une incidence sur la capacité de compréhension du texte bien avant de savoir si ils connaissent la terminologie grammaticale. S'ils n'arrivent pas vraiment à faire le lien entre un pronom et son référent, ça va être très difficile d'entrer en compréhension dans le texte. Et le travail que l'on a sur l'orthographe, bien sûr, va venir compléter cette analyse en grammaire, là parce qu'on est en lien avec les capacités grammaticales. Donc, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent faire un accord du sujet dans une phrase simple, sans inversion du sujet ni rupteur, ça veut dire sans que le sujet soit trop éloigné du verbe. Et donc là, c'est bien de ce type de corpus qu'on peut partir pour travailler l'orthographe en lien avec la grammaire et puis en complexifiant au fur et à mesure. Je ne détaille pas tout parce que autrement, on n'irait pas. Et donc, si c'est en classe, il va falloir penser la progression des corpus utilisés en fonction de ces niveaux d'élèves. Si vous avez la chance d'avoir de l'accompagnement personnalisé, bien sûr, là, vous allez pouvoir travailler véritablement à partir de corpus adaptés. Ça, c'était pour la grammaire. Et là, on passe aux mathématiques. Voilà. Merci Odile. Alors, ce qu'on se propose de faire là, c'est d'essayer d'avoir des démarches qui permettent d'analyser les résultats et d'établir éventuellement des priorités et des profils d'élèves. Ici, par exemple, c'est de partir du domaine le moins maîtrisé en mathématiques. Alors sur cet établissement, le moins maîtrisé, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de l'identifier ni de le catégoriser. L'idée ici est de l'identifier à partir du taux d'élèves à besoin le plus grand. Et donc ici, on s'aperçoit que c'est le domaine de l'espace et la géométrie qui semble être ici le moins bien maîtrisé. Et voilà, avec un score de 21,5%, avec un taux de 21,5% d'élèves à besoin dans ce domaine-là. Une fois qu'on a identifié le domaine dans lequel, a priori, il y a le plus de difficultés, le moins bien maîtrisé, la question qui se pose, c'est finalement quels sont les élèves qui rencontrent ce type de difficultés. Et donc, en filtrant ici sur une autre page du tableau de bord, on peut comme ça identifier quels sont ces élèves-là, avoir leur nombre. Ici, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a 31 élèves qui sont à besoin dans ce domaine, dans cet établissement, pour ensuite les identifier. Voilà. Et donc ici, sur un autre onglet, la question qui se pose là, c'est de savoir dans quelle classe ils sont. Est-ce qu'ils sont répartis dans toutes les classes de la même façon ou pas? Est-ce qu'il y a des phénomènes de concentration? Et vous pouvez voir que dans ce domaine-là, sur le graphique qui s'affiche ici, qui se trouve dans un autre onglet du tableau de bord, eh bien non, on s'aperçoit qu'ils sont relativement bien répartis dans les classes. Autrement dit, que ces élèves à besoin, voilà, il y en a un petit peu dans toutes les classes, comme on pouvait s'y attendre. C'est le cas ici, comme bien entendu dans la quasi-totalité des établissements dans ce domaine-là. Pourquoi je parle de la quasi-totalité? Alors, avant de parler de la quasi-totalité des établissements, donc les résultats nationaux, Odile y a fait référence tout à l'heure. C'est vrai que ces domaines-là sont un petit peu une boîte noire, c'est-à-dire que certes, on a des seuils, c'est-à-dire qu'un élève il est à besoin lorsqu'il ne réussit pas, lorsqu'il ne réussit qu'un certain nombre d'items, etc.
pareil pour les élèves fragiles et puis pour les élèves qui sont catégorisés satisfaisants. Pour autant, on n'a pas de... Enfin, à partir de ces seuils-là, c'est quand même difficile d'observer un profil. C'est la raison pour laquelle l'ADEP, elle met à disposition cette information-là, c'est-à-dire une caractérisation un peu plus pédagogique et didactique de ces élèves. Et ça fait partie justement des documents qu'on vous a mis à disposition dans le chat en téléchargement. Vous avez comme ça sur un même document tous ces descriptifs pour tous les niveaux d'élèves, et aussi bien en français, en maths et pour tous les domaines. Et ça permet d'avoir un peu un éclairage sur ces profils. Par exemple ici, si on regarde le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire la géométrie, on peut constater que le passage de A besoin à un élève fragile, la différence qu'il y a entre les deux, eh bien, c'est une petite partie de raisonnement. Vous voyez que raisonnement apparaît pour les élèves considérés fragiles et pas pour les cas d'élèves à besoin. Donc les élèves à besoin ne sont pas en capacité de produire des raisonnements, aussi simples soient-ils, sur les situations qui leur ont été proposées dans l'évaluation. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure, oui, on a choisi ici le domaine le moins bien maîtrisé, et il peut être vraiment intéressant, hein, Odile également l'a indiqué, d'aller comparer eh bien, le score national, enfin la proportion d'élèves à besoin au national, et voir les tendances, et de regarder non pas si on est au-dessus ou en dessous, ça c'est déjà une première indication, hein, est-ce qu'on a plus d'élèves à besoin dans ce domaine ou pas. Vous voyez qu'ici, ça n'est pas, c'est légèrement le cas, hein, puisqu'on a 18% seulement d'élèves à besoin, je dis seulement, c'est à nuancer bien sûr, au national. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les autres écarts entre tous les autres domaines. Et se dire que finalement, le domaine dans lequel l'établissement pourrait engager une action particulière, en tout cas, le domaine qui pourrait être identifié comme étant celui le moins bien réussi, pourrait être celui qui enregistre l'écart le plus grand avec avec le score national. Donc ici, c'est une autre façon d'aller lire, d'aller identifier le domaine dans lequel on souhaite porter son attention. Et donc ces résultats nationaux, ça fait partie du deuxième document en téléchargement qu'on vous a proposé dans le chat. Vous avez l'ensemble des résultats nationaux, alors des tests de l'année dernière, hein, de 2023, mais qui sont exactement les mêmes. Donc ça peut constituer, hein, une première référence comparative externe à l'établissement. Voilà, alors on est en train de parler de manière de procéder pour essayer d'identifier des profils d'élèves, des besoins, définir des stratégies. Et donc ici, un autre exemple serait de non pas regarder le domaine le moins bien réussi. Encore une fois, hein, on l'a vu, ça peut se faire avec les données consolidées, hein, c'est-à-dire les données nationales, hein, comparativement, et de voir quel est l'écart le plus grand. Mais ici, l'idée, c'est de regarder le domaine qui a été le mieux maîtrisé. Alors, je pense que ça va être sur la diapositive suivante, voilà. Cette fois-ci, le mieux maîtrisé. Et le domaine le mieux maîtrisé dans l'établissement qu'on voit ici en mathématiques, c'est celui relatif aux automatismes, qui est en fait le test spécifique qui est proposé. Alors, vous voyez que le taux d'élèves à besoin est ici très, très faible, comme au national, en fait. On a peu d'élèves, la proportion d'élèves est faible. La proportion d'élèves fragiles est un petit peu plus importante, bien entendu, hein, vous le voyez. Voilà. Et voilà, donc là, vous avez tous les chiffres qui s'affichent, hein, 1,4% de taux d'élèves à besoin dans ce domaine, a priori le mieux maîtrisé. Et donc ici, il s'agit du test spécifique automatisme, et donc vous avez devant vous 2 items prélevés dans ce test-là, 2 items en mathématiques. Le premier correspond à l'item qui nationalement a été le mieux réussi, et le deuxième correspond à l'item dans ce test automatisme qui fait partie de ceux qui ont été les moins bien réussis nationalement. Voilà. Et alors la première chose évidemment que l'on peut voir, c'est que l'item qui a été le mieux réussi nationalement concerne la multiplication de fractions, qui peut être jugée comme un automatisme qui demande à être acquis et maîtrisé en seconde. Pour autant, on le verra, il peut y avoir des élèves qui ne le maîtrisent pas. Et quand c'est le cas, on peut imaginer que ça peut avoir des conséquences relativement importantes sur la suite des apprentissages au lycée, notamment
par exemple quand il s'agit de traiter du calcul algébrique avec des fractions. Alors on peut se poser la question, quels sont ces élèves qui ne réussissent pas dans ce domaine des automatismes, hein, qui sont considérés à besoin. Vous voyez qu'ici, dans cet établissement qui est à effectif, on va dire, modéré en termes de lycée, bien, on peut identifier 2 élèves qui sont considérés à besoin dans ce domaine-là, dont on peut suspecter que les difficultés peuvent être grandes par la suite. Et vous voyez par ailleurs que dans les autres domaines, eh bien, on a également présence de besoins pour ces élèves-là. On pourrait imaginer que d'autres profils d'élèves qui présenteraient qui pourraient être à besoin dans certains domaines et pas dans d'autres, et sur lesquels on peut évidemment conduire une analyse. Voilà. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces élèves à besoin en automatisme? On l'a vu tout à l'heure, on a pu identifier des classes. Ici, vous voyez que on revoit les classes concernées, mais on voit également que on a parlé des élèves à besoin, mais on peut aussi parler des élèves fragiles dans ce domaine-là. Et vous voyez que des élèves fragiles, dans ce domaine, il y en a quand même en proportion non négligeable à peu près dans toutes les classes. Alors c'est vrai, et c'est là où on arrive à la limite finalement avec les domaines, c'est ce que disait aussi Odile Aubert tout à l'heure, c'est que ne connaissant pas les items là tout de suite à travers ces domaines-là, c'est un petit peu délicat de pouvoir conduire une analyse un peu plus fine. Ça va être l'objet des tests spécifiques qu'on va pouvoir ouvrir tout à l'heure. Voilà, et je cède à nouveau la parole à Odile pour une 3e démarche possible sur ces domaines. Oui, alors j'ai effectivement, j'ai parlé de la grammaire et de l'orthographe tout à l'heure parce qu'on sait tous que c'est un vrai sujet, mais il y a peut-être des sujets qui sont plus sujets que d'autres, si j'ose dire, et je veux parler de celui de la compréhension. Donc là, on va, comme démarche, on va cibler une compétence que l'on juge particulièrement essentielle. Parce que si l'élève est en difficulté de compréhension dans une classe qui comprend, sans étayage particulier, eh ben, il va progressivement perdre de pied. S'ils sont tous à ce niveau-là, effectivement, vous allez les accompagner en tenant compte effectivement de cette difficulté. Mais si finalement vous regardez votre classe, globalement, l'item, le test en compréhension est réussi, mais il reste des élèves qui sont à besoin. Et donc, ceux-là, c'est sûr que si on s'en occupe pas, ils vont pas pouvoir poursuivre une année de seconde solide. Ça, c'est bien sûr. Donc, moi, je vais tout d'abord identifier, vous voyez ici, les élèves à besoin et fragiles dans le domaine de la compréhension. Et je peux croiser ensuite les résultats avec le lexique, hein, c'est en petit 2 ici, parce que c'est un sous-domaine de la compréhension, c'est le bagage lexical qui détermine aussi les capacités de compréhension, et puis je vais confirmer ça avec l'oral, avec bien évidemment toutes les précautions d'usage compte tenu de ce que je vous ai dit précédemment. Et ça va quand même m'aider à confirmer un diagnostic qui vise à identifier les élèves qui risquent de perdre pied très vite. Mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais aller regarder quel est leur niveau de maîtrise. Et qu'est-ce que je sais d'eux, hein? C'est qu'ils prélèvent des informations repérables dans un texte court. Ils peuvent résumer un texte court, mais lorsqu'ils sont aidés par des questions préalables. Au-delà, on peut pas leur demander grand-chose en autonomie, notamment de retrouver des informations explicites dans un texte long. Voilà donc une précaution à prendre avec eux en classe lorsqu'on se lance en lecture, ou voilà aussi un travail à faire en accompagnement personnalisé avec ces élèves-là. Donc, et on peut
aussi aller regarder finalement quels sont les prérequis que ces élèves n'ont pas ou qu'ils ont, justement, sur lesquels on peut s'appuyer en lexique pour les aider à mieux comprendre. Donc ça, c'est la diapositive que je vous montre, hein, c'est le niveau de maîtrise sur le test de lexique. Ça, tout ça, c'est valable pour le lycée professionnel et peut-être quand même que pour le lycée professionnel, on a la possibilité de croiser les résultats de compréhension de l'écrit avec les résultats en fluence. Et pour la voie professionnelle aussi, hein, on peut faire passer aux élèves le test de fluence. Pourquoi? Pour quel intérêt? Tout simplement parce que si les élèves sont en difficulté en compréhension de l'écrit, mais sans difficulté en fluence, à ce moment-là, bon, ça relève de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire on va travailler sur les stratégies de compréhension. Mais si les élèves sont en difficulté en fluence, ça veut dire que tout simplement, ils ont des problèmes de déchiffrage et de décodage encore en arrivant en seconde. Et donc, il va falloir travailler l'automatisation du décodage parce que c'est un test qui teste la rapidité de lecture. Ils ne testent pas la compréhension. On leur demande de lire le plus vite possible. Donc, on ne peut pas savoir s'ils comprennent ou pas, mais en revanche, on peut savoir sur quel graphème et quel phonème ils butent. Et justement, c'est de cette façon-là qu'on peut voir si on doit ou pas remédier en apprentissage de la lecture de base. Voilà, donc ça, c'était pour la distinction justement entre test de compréhension de l'écrit et test de fluence. Et s'ils sont à besoin partout, on fait comment? C'est souvent le cas. Donc tout simplement, on peut travailler selon plusieurs modalités. Justement, par la lecture à voix haute, on peut travailler la rapidité et donc le décodage, mais on peut aussi travailler la fluidité, c'est-à-dire lire un texte au rythme de la conversation, parce que ça aide les élèves à travailler la compréhension. On va aussi travailler sur la compréhension orale, et puis on va travailler sur les stratégies de compréhension de l'écrit qui comprennent bien évidemment l'apprentissage du lexique. Et je passe la parole à mon collègue. Merci Odile. Alors, on est sur une démarche qui consiste à choisir un domaine cible. Un domaine qui peut être choisi comme cible au lycée, en mathématiques, on le sait, c'est ce qui relève du calcul algébrique. Et donc là, par exemple, on ne va pas refaire toute la démarche qui était proposée par Odile de manière très détaillée, mais simplement se dire, voilà, on a un domaine cible qui est le calcul algébrique, et on pourrait aller de manière croisée, essayer d'identifier des difficultés, des sources, des causes qui amènent les élèves à être à besoin dans ce domaine-là, c'est-à-dire des causes dans d'autres domaines qui expliqueraient que. Alors, ça pourrait être le cas notamment avec le calcul numérique. On pourrait se dire que le calcul numérique peut avoir des conséquences sur le calcul algébrique. De fait, c'est certainement le cas. Et donc, par exemple, si vous demandez à un élève d'additionner un tiers de n plus 4 septièmes de n, il peut ne pas être forcément en difficulté sur la réduction, mais il peut être en difficulté sur le calcul numérique, ce qui provoque bien entendu le fait qu'il est dans l'impasse pour pouvoir réduire dans cette situation-là. Pour autant, petite vigilance sur le test ici qui est proposé, parce que les items qui ont été libérés ne permettent pas vraiment de faire ce croisement-là entre calcul algébrique d'un côté et puis une relation avec le domaine sur le calcul numérique. Là, je vous invite à aller observer les items, de quelle manière ils ont été constitués pour bien voir qu'en fait, il n'est pas forcément, du moins la corrélation n'est pas si évidente à faire. Alors, voilà. Juste avant qu'on en vienne à ces démarches-là, ces questions justement là de démarche sur le calcul algébrique, calcul numérique, on aura l'occasion
juste après d'en reparler, mais cette fois-ci avec les tests spécifiques où là, on voit les énoncés et les réponses des élèves. Donc là, pour ce premier point, pour faire un petit résumé de démarches proposées sur l'analyse des résultats par domaine, il y en a 3. La première, c'est par le domaine le moins bien réussi. On vous invite toutefois à bien observer de quelle manière on qualifie le moins bien réussi. Est-ce que c'est le moins bien réussi de manière absolue dans l'établissement ou plutôt par comparaison avec ce qui s'est produit au national? Et là, effectivement, les écarts avec le national peuvent amener à faire d'autres choix que celui qui semble être a priori, dans l'absolu, le domaine le moins bien réussi au niveau de l'établissement. La deuxième démarche consiste à partir cette fois-ci du domaine le mieux réussi. Étant entendu que les élèves qui ne parviennent pas, sont à besoin en tout cas dans ces domaines les mieux réussis par à peu près l'ensemble des autres élèves de l'établissement, potentiellement vont être en difficulté pour suivre par la suite les apprentissages dans l'établissement. Donc ça permet ici de détecter des profils d'élèves pour lesquels eh bien, une prise en charge un petit peu plus personnalisée serait nécessaire. Alors attention avec le mot personnalisé, justement, on y viendra aussi avec les items. Ça peut être notamment de proposer aux élèves de reprendre quelques items de ce test-là en relation avec le domaine que l'on étudie, pour voir avec eux, pour les accompagner et surmonter leurs erreurs. C'est d'ailleurs de cette manière-là qu'ont été conçues, en tout cas pour les mathématiques, les ressources proposées sur EduSchool en seconde. Elles proposent en fait de repartir de l'item et de moduler l'item pour faire progresser l'élève. Voilà, pour faire progresser l'élève, pour faire progresser les élèves qu'on accompagne. C'est un travail qui peut se faire en prérequis notamment, c'est-à-dire que bien souvent, on fait des automatismes en début de séance, on fait un travail d'automatisme avec les élèves, soit qui vise à entretenir des démarches que l'on a vues précédemment, soit qui vise aussi à préparer un chapitre à venir. Et bien à cette occasion-là de préparation, on peut reprendre certains items avec la classe et accompagner les élèves sur ces items qui présentent le plus de difficultés. La troisième démarche, c'est celle qui consiste à partir d'un domaine cible. Alors, vous avez vu un exemple en français, puis un exemple en maths avec la réserve qu'on vous a soumise, et qui permet ici, l'idée c'est de croiser des domaines pour essayer d'affiner les profils, c'est-à-dire d'essayer de dépister, d'identifier des causes possibles, mais on les connaît aussi par ailleurs didactiquement, ces causes-là, qui pourraient expliquer les raisons pour lesquelles les élèves entretiennent des difficultés dans le domaine cible. Voilà. Alors, on a parlé des domaines, et vous avez vu que... peut-être qu'on peut faire juste un petit temps pour les questions. Ah oui, pardon. Oui, merci Odile. Juste un petit temps, parce qu'il y en a quelques-unes là, enfin, dans le... Alors, Monsieur Bouquet, oui. Alors, vous avez accès aux résultats au test en français, bien entendu. La question, c'est comment? En fait, ce sont vos chefs d'établissement qui ont accès via une plateforme aux résultats individualisés et nominatifs des élèves, donc ils les téléchargent, et ce sont eux qui ensuite vous les mettent à disposition, étant entendu que pour des questions RGPD, l'établissement auquel vous appartenez a accès aux données nominatives. En revanche, toute personne extérieure à l'établissement n'y a pas accès, en dehors des parents quand on fait la restitution. Mais à l'exclusion de ces personnes-là, personne n'a accès à ces données-là, y compris le rectorat. Ce qui fait que, eh bien, c'est la raison pour laquelle, quand on prend les résultats bruts, on ne vient pas des résultats bruts, pour essayer de produire des analyses, on propose nous des outils pour lesquels il faut déverser les résultats bruts pour pouvoir ensuite les exploiter. Mais vous avez accès, via votre chef d'établissement, aux résultats en maths et en français. Et tout à fait, permet de mieux cibler les élèves ayant de grosses difficultés de compréhension des énoncés notamment, absolument. Et les outils qui sont proposés permettent de faire ces croisements. Ils permettent de faire des relations entre les domaines en maths et les domaines en français. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être... Non, il n'y a pas d'autres questions. Oui. C'est à moi, du coup? Excuse-moi, du coup, j'avais... Non, c'était juste que je prenais la précaution de d'accord. vérifier dans le chat que qu'il n'y avait pas d'autres questions. Ça va.
Alors, deuxième type d'exploitation, donc cette fois-ci, on va un petit peu ouvrir la boîte noire des domaines et aller voir à l'intérieur des tests spécifiques. Donc, tests spécifiques, c'est simplement des prélèvements d'items à l'intérieur de certains domaines et des items par rapport auxquels on a l'intégralité de l'information. Les énoncés, les distracteurs, les réponses des élèves et les scores. Et donc, l'idée ici, c'est de voir en quoi cette information peut venir affiner, compléter le regard que l'on a porté dans les trois stratégies précédentes. Odile, que c'est toi qui as la main. Oui, bah prends-la, parce que j'arrive pas à te la donner. Je suis désolée, j'arrive pas à te la donner. Pas de souci. Alors voilà, un premier exemple en mathématiques. Tout à l'heure, on s'est intéressé au domaine le mieux réussi, sous-entendu avec l'idée d'aller identifier les élèves qui ne réussissent pas dans ce domaine-là et qui possiblement risquent d'être en grande difficulté par la suite pour pouvoir suivre les apprentissages, développer leurs apprentissages en mathématiques. Ce qu'on propose ici, c'est de faire un petit peu la même démarche. On va la compléter. Et donc, c'est d'aller observer l'item le mieux réussi, par exemple en nombre et calcul. Et donc, l'item le mieux réussi en nombre et calcul, vous pouvez le voir, c'est celui-ci. C'est l'item numéro 3 qui s'affiche sur l'écran. On l'a vu déjà tout à l'heure, donc on n'est pas surpris. Nationalement, c'est le mieux réussi. Dans l'établissement, c'est aussi le mieux réussi. Peut-être aussi d'ailleurs intéressant d'aller observer l'écart de score entre la réussite des élèves dans l'établissement et la réussite des élèves à cet item nationalement. Et donc, vous pouvez voir que voilà, il s'agit de la multiplication de fractions. Et en gardant en tête que les élèves qui ne réussissent pas bien ce genre de calcul, on l'a bien compris, ils vont être en difficulté dans bien d'autres domaines. Ça risque d'irriguer beaucoup et de ressurgir beaucoup dans les apprentissages, notamment de calcul algébrique. La question qui se pose ensuite, c'est comment identifier ces élèves qui présentent des difficultés à résoudre ce type d'item. Alors là, vous avez face à vous une autre page du deuxième outil d'exploitation des tests spécifiques. Alors, pour être un peu plus clair, parce que c'est vrai que peut-être ça n'était pas au début de ce point-là, on vous a montré tout à l'heure une manière d'analyser les résultats par domaine. Ça se fait avec un tableur qu'on met à disposition. Et là, on est en train d'analyser les résultats aux tests spécifiques. Ça se fait via un autre tableur d'exploitation qu'on vous mettra à disposition naturellement. Et donc ici, vous voyez apparaître sur cet item-là qui a été sélectionné dans le filtre, eh bien l'ensemble des élèves qui ne l'ont pas réussi. Pour ça, on a simplement cliqué sur l'automatisme en question et puis sur le score 0. Et donc, ça permet de cette manière d'identifier les élèves qui n'ont pas réussi cet item-là. Par ailleurs, on peut même aller jusqu'à observer les réponses d'élèves. Et sur les multiplications de fractions, eh bien, on peut aller voir des démarches un petit peu erronées, connues, pour essayer d'après affiner un petit peu le regard que l'on peut porter sur ces situations. Voilà, donc là, vous voyez dans l'encadré simplement le fait qu'on peut identifier les élèves, dans quelle classe ils se trouvent, etc. Vous voyez que ici, ils sont tout de même un certain nombre à avoir produit une réponse erronée à cet item-là. Et donc, le fait de reprendre en charge cet item avec la modulation qui est proposée dans les ressources EduSchool, mais ne serait-ce que de le reproposer pour ensuite faire un petit travail d'accompagnement des élèves en amont d'un chapitre qui convoquerait ce prérequis, eh bien, c'est de nature à permettre à ces élèves d'être un petit peu plus à l'aise sur l'apprentissage à venir. Alors, s'interroger item par item, ça amène l'idée de s'interroger aussi sur des groupes d'items. Ici, par exemple, on pourrait s'interroger sur le groupe d'items qui concerne les nombres et calculs numériques. Et donc, c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'ici, on a cliqué sur le sous-domaine qui est précisément dédié au nombre et calculs. Dans ce sous-domaine, vous avez un certain nombre d'items qui sont concernés et vous avez graphiquement ici le taux de réussite à chacun de ces items à l'intérieur de ce sous-domaine, ce qui permet d'identifier
en complément de l'item le moins bien réussi, quels sont aussi les autres items sur lesquels on pourrait porter une attention. Voilà, et là, ici, par exemple, on en voit trois, pardon, hein, trois. Alors, j'en ai sélectionné 3, mais on pourrait en sélectionner d'autres, bien entendu, on peut faire d'autres choix. Ces 3-là, ce sont les 3 qui ont été les mieux réussis dans ce domaine-là. Pour autant, on voit bien que les élèves qui ne seraient pas en maîtrise de ces éléments-là, eh bien, vont rencontrer des difficultés en mathématiques, certes, mais vous voyez qu'il y a aussi les puissances, et dont on sait que c'est une notion qui peut être aussi importante dans d'autres domaines, notamment les sciences, bien sûr, et donc pour lesquels, eh bien, effectivement, si les élèves entretiennent des erreurs sur ces questions-là, vont rencontrer des difficultés en maths, mais pas que, également dans d'autres disciplines. Voilà. Alors, une autre façon d'observer aussi ces domaines, et c'était en réponse à M. Bouquet qui, justement, se demandait s'il était possible, en fait, de faire des croisements entre maths et français, et la réponse est oui. Et vous avez ici un nuage de points qui permet de croiser 2 domaines. Alors, le choix ne répond pas tout à fait à l'interrogation de M. Bouquet, qui était de croiser un domaine de mathématiques et un domaine de français, puisque ici, on croise 2 domaines de mathématiques. C'était simplement pour illustrer le fait que dans cet établissement, sur les items qui relèvent du calcul algébrique, eh bien, on a des élèves qui peuvent ne pas présentent des scores tout à fait honorables, mais malgré tout continuent à être en difficulté dans le champ du nombre et calcul. Et donc, quand on va faire basculer le registre algébrique avec des nombres un peu plus compliqués qui convoquent notamment les fractions et les nombres décimaux, eh bien, ces élèves-là vont être en difficulté, pas pour des raisons de difficulté sur le calcul algébrique, mais pour des raisons de difficulté sur le calcul numérique. Et donc ici, l'idée, c'est de croiser ces domaines-là pour justement observer ces différents profils. Et on peut le faire avec des domaines de français. Donc on peut croiser maths et français à l'intérieur de ces cases-là. Ça permet effectivement d'être éclairé sur des élèves qui ne comprendraient pas des énoncés en mathématiques. Alors oui, juste avant, vous avez aussi sur ces mêmes pages, dans ce tableur, les noms des élèves qui s'affichent par domaine, et ce qui permet de cette manière d'aller repérer les ensembles d'élèves que vous souhaitez observer dans le graphique, voilà, dans le nuage de points. Ça, c'est simplement pour l'aspect technique. Alors en français, merci Jérôme, on peut aussi avoir ce même type de démarche. Tout d'abord, par exemple, parce que jusqu'à présent, on savait à peu près, du moins en lycée professionnel, si les élèves étaient en difficulté sur un texte documentaire ou composite ou sur un texte littéraire. Là, on ne le sait plus. Donc, ce nouveau fichier nous permet d'identifier vraiment les résultats des élèves selon le support de lecture. Donc là, vous voyez, par exemple, en voie professionnelle, on a un texte de ce type et un texte plus littéraire. On n'a pas les mêmes démarches. C'est-à-dire que quand on va travailler un texte, on va dire plutôt documentaire ou faire des liens avec une image, l'image peut nous aider, mais pas toujours. Et donc, on n'a pas les mêmes compétences puisque dans un texte plus documentaire ou plus informatif, l'élève va devoir se repérer sur la page, voir les gros titres, les sous-titres. Il va devoir balayer rapidement la page et puis là, en plus, il doit faire le lien entre l'image et le texte. Donc, ça complexifie un petit peu la tâche. Idem pour le théâtre, pardon, hop, du coup, je vois pas. Et il me manque, hop, est-ce qu'il m'en manque un ou pas? Non. Si, je retourne. Voilà. Pardon. Et en revanche, pour les secondes générales, on va pouvoir savoir si les élèves ont eu plutôt des difficultés sur un texte narratif ou plutôt des difficultés sur un texte théâtral.
parce que les modalités de lecture sont un petit peu différentes. Dans un roman, on a un narrateur qui commente mais les paroles des personnages sont rapportées de façon parfois peu explicite, et puis il peut y avoir une inversion dans l'ordre de la narration. Dans le théâtre, on sait qui parle à qui en général, et puis on avance en même temps finalement que les personnages et que la lecture. Donc là déjà, ça nous paraît intéressant d'aller regarder ça. Le deuxième point, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire regarder plus précisément quelle réponse à quelle question, c'est-à-dire à quel item. Donc là, on va aller utiliser ce fichier, on va pouvoir avoir le score obtenu pour chaque question et on va pouvoir avoir, nous aussi, la réponse fournie par l'élève. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a regroupé en fait les items par grandes compétences fondamentales de lecture. Donc, il y a des groupements de questions. Et ces questions, comme vous le voyez, elles se divisent en 3 grands champs de compétences qui sont retrouver une information explicite dans le texte pour schématiser, mettre en relation les informations et puis rendre compte de la visée globale, du sens global du texte et de sa visée. Et tout ça, ça regroupe effectivement un certain nombre de questions. Donc là, on filtre la classe, on a les noms des élèves et puis ensuite, on va voir pour chaque élève, ce qu'il en est. Et ça, c'est quand on a finalement identifié cette compétence ou ce domaine fondamental dans lequel on veut travailler. Ensuite, on va creuser une chose après l'autre, et puis on peut avoir effectivement, vous voyez, pour chaque grande compétence, on a les questions qui correspondent. On a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, c'est pour l'ensemble de l'établissement, essayer de voir finalement quelles sont les questions par champ par grand domaine ou par grand sous-domaine, quelles sont les questions qui ont été finalement les moins bien réussies, les mieux réussies, et à croiser bien évidemment avec le national, mais ça vous aurez accès plus tard aux références nationales de 2023. Donc ça nous intéresse quand même, et on va essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est que ces questions. Là, vous voyez que ça c'était pas le bon. Pardon, là c'est pas le. Voilà, là c'est. Voilà, ça c'est quoi? Excuse-moi Jérôme, c'est pas le bon truc. Alors attends, je crois que c'est pas le bon document. J'essaye de le retrouver, mais je crois que c'est pas le bon diapo. Tu as mis l'ancien. C'est pas grave. D'accord. Voilà, je reviens dessus. Voilà. Si on regarde par exemple ce qu'il en est de la question 1. La question 1, elle comporte en fait des éléments, elle essaye de nous montrer si les élèves parviennent véritablement à comprendre la visée du texte. Et vous voyez, c'est un QCM tout simplement, et on vient de voir on va voir quels sont les distracteurs qui sont proposés. Et là, on leur demande ce que veut dénoncer finalement le texte, qu'est-ce qu'il nous dit sur les robots, plus particulièrement. Et donc, les distracteurs vont nous aider à comprendre d'une certaine façon les typologies d'erreurs que peuvent faire les élèves. Là, si vous voyez le diaporama, c'est quand même une sorte de critique de la. Voilà, là, il critique les conditions de vie des
futur robot, là, ça me paraît un petit peu compliqué comme réponse. Il y a 53,7% des élèves qui ont réussi à voir ce qu'il en était exactement. Et donc, bien sûr, alors excuse-moi, je vois pas bien, j'essaye d'agrandir mon image au maximum, mais je ne le vois pas. Je vais me mettre en plein écran, application plein écran, désolé. Et voilà. Et donc là, bien évidemment, c'est une critique finalement sur une réflexion sur le développement de la robotique. Et là, on voit qu'il y a quand même un grand nombre d'élèves qui ont vu ça comme une critique des conditions de vie des futurs robots, qui ont parlé des bienfaits du futur. Et on voit bien que là, on a des représentations personnelles aux élèves qui viennent inférer, qui viennent percuter finalement leur lecture du texte. Donc ça, c'est intéressant de les faire travailler sur ces erreurs-là en classe, justement pour qu'ils parviennent à construire des stratégies de compréhension. Là, encore une question qui me paraît extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on demande aux élèves de reconstituer l'ordre des événements dans un texte narratif. Et il y a 39% des élèves qui ont pu le réussir. Et donc, là, on voit bien qu'il ne s'agit pas des mouvements du texte, par exemple, hein, mais c'est juste la structuration des événements. Et ça encore, c'est quand même des éléments qui paraît important de travailler sur le texte, non seulement pour s'assurer que les élèves ont compris, hein, qu'est-ce qui se passe d'abord, ensuite, après, mais surtout, qu'est-ce qui t'amène à faire ce type d'erreur et comment tu peux arriver à reconstituer effectivement l'ordre des éléments. L'idée, c'est de leur donner quand même des stratégies parce que, bien sûr, un élève qui ne comprend pas ça, il ne peut pas entrer dans une histoire plus longue. Hein. Là, c'était un texte qui était quand même relativement court. Et enfin, vous avez aussi un autre type d'information. Là, vous voyez, c'est inférer des émotions à partir d'un propos. Là, on a 90% des élèves qui ont réussi parce que, effectivement, c'est une réplique d'un robot qui nous dit « Regardez-vous, je m'en voulais de vous dénigrer, mais regardez-vous ». Donc, 90% des élèves ont quand même bien compris l'intention de la réplique. Hein. Donc ça, c'est un petit peu normal. Ça. Mais ce qui reste, qu'en est-il? Quel type de difficultés ont-ils pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre finalement un message clair comme ça, hein? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous interroger dans notre groupe classe. Et en revanche, vous voyez qu'il y a 55% des élèves seulement qui ont réussi à identifier l'ironie et le sens figuré. Mais ça, je vous apprends rien. C'est un travail de l'année en seconde. Donc, ça sera peut-être pas nécessaire de faire quelque chose de spécifique là-dessus, hein. Et enfin, vous voyez que là encore, on a identifié une information explicite. Donc là, il n'y a pas de souci. 88% ont réussi à comprendre que tu n'as rien d'un poids plume. Ça veut bien dire le contraire de ce qu'elle veut dire. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment effectivement quelqu'un qui est un robot qui est très lourd, sauf que, et là c'est en lien avec la grammaire, hein, vous pouvez tout à fait travailler avec les élèves de façon plus précise sur cette formulation. Et là encore, vous voyez qu'on peut encore aussi croiser les compétences, c'est-à-dire mettre en relation des informations pour inférer, et puis travailler sur le sens global et la visée du texte. Mais avant ça, peut-être, je pense qu'il est intéressant d'aller, quand on a cette vision sur notre classe, d'aller regarder vraiment sur ces items-là, sur cet ensemble d'items, quelles sont les questions les mieux réussies, les questions les plus échouées, croiser avec le national, et puis refaire travailler aux élèves ces tests, d'abord pour s'assurer que finalement c'est la machine à tort, hein, c'est-à-dire que peut-être que c'est la passation qui posait problème, mais surtout après pour s'assurer
pour que on prend en compte leurs difficultés et qu'on peut leur proposer un accompagnement spécifique ou un étayage et une attention particulière en classe entière, ou si vous avez la chance d'avoir de l'accompagnement personnalisé, de les faire travailler plus spécifiquement sur ces questions particulières, quitte à imprimer les tests et à les faire retravailler là-dessus à l'écrit. Voilà. Donc, je pense qu'il faut remodifier un peu le diaporama. C'était la version 58 au lieu de la version 59. Peut-être que tu as dû mettre, Jérôme. C'est ça, je suis navré. Voilà. Mais bravo Odile, tu t'en es très très bien sorti. Alors, on va revenir effectivement. Alors, ça va pas être cette diapositive-là. Il faut qu'on recherche un tout petit peu. Voilà, il y avait l'histoire en seconde générale des questions avec l'interrogation du théâtre. Est-ce que tu veux en dire un mot ou c'est bon? D'accord. Et donc, ici, l'idée, c'était de basculer aussi un petit peu sur la voie professionnelle. Alors, voilà, au niveau des mathématiques. Alors, l'idée est la même. Peut-être que je vais laisser la main, voilà, à Léa Andreucci. Merci Jérôme. Alors, il faudrait que tu remontes un petit peu en arrière, si tu peux. Alors, en arrière, il y avait des choses... Oui, en fait, non, je pense que c'est bon. Je ne sais plus dans quel ordre c'est, puisqu'en fait, on va aborder 2 thématiques, 3 même. La thématique des niveaux de maîtrise et la thématique des items qui sont en commun avec la seconde générale et technologique et la seconde professionnelle. L'intérêt, c'était de vous montrer qu'il y avait des points communs dans les tests spécifiques entre les 2 types de secondes, parce qu'en fait, les attendus sont à peu près les mêmes à l'entrée de seconde, sauf que la grosse différence entre la seconde générale et technologique et la seconde professionnelle, ça va être surtout sur le calcul littéral. En seconde professionnelle, on va moins aborder la partie calcul littéral. Donc, il y a à peu près le même nombre d'items pour la seconde générale et technologique et la seconde professionnelle. Les seuils sont à peu près identiques. Pour un groupe à besoin, c'est inférieur ou égal à 4 dans les tests spécifiques de seconde générale et technologique et inférieur ou égal à 3 pour les secondes bac pro. Mais les profils sont à peu près les mêmes. Les élèves de seconde générale et technologique peuvent compléter un tableau de proportionnalité dans un cas simple et extraire directement des informations d'un graphique. Et pour les élèves de seconde bac pro, par exemple, ce sera plutôt, ils peuvent effectuer une lecture graphique dans un cas simple. Voilà. On va aborder la notion de calcul littéral en seconde générale, qu'on ne va pas aborder en seconde bac pro. Alors, le temps passe vite, donc on va peut-être passer rapidement sur les niveaux de maîtrise. Vous avez un document dans le lien qu'on vous a fourni avec tous les niveaux de maîtrise pour tous les groupes et pour tous les niveaux, en fait, y compris lycée professionnel avec CAP et bac pro. Donc là, ce qui était intéressant de vous montrer dans les items qui sont proches en lycée général et technologique et en lycée professionnel, c'est de vous montrer qu'on va aborder la même thématique, mais par exemple avec une difficulté un peu plus élevée, on va dire, en lycée général et technologique, parce qu'on va prendre une puissance négative et on va prendre une puissance positive en lycée professionnel. Et pareil pour la puissance de 2, on va plutôt agir sur la nature du nombre. On va prendre un nombre, une fraction en lycée général et technologique, et on va prendre un entier en lycée professionnel. Mais vous voyez que le calibrage est à peu près le même. Vous avez également 6 items en commun, où là, il n'y a vraiment aucune différence. Et après, une dizaine d'items où là, par contre, il va y avoir des spécificités vraiment lycée général et technologique et lycée professionnel
pour les secondes. Alors, ce qui est intéressant pour les tests de positionnement en CAP, c'est que ce sont des tests de positionnement qui vont être adaptifs. C'est-à-dire que, par exemple, en numératie, vous allez avoir une première partie du test qui va être commune à tout le monde, qui va être sur la résolution de problèmes. Et puis, en fonction des résultats des élèves, en fonction du score, on va les orienter sur des exercices différents. C'est-à-dire que si le résultat est inférieur à 19, si ils ont une réussite inférieure à 19 items dans la résolution de problèmes, dans ce cas-là, on va orienter ces élèves sur les tests spécifiques d'automatisme de seconde professionnelle, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils échouent dans la résolution de problèmes? Est-ce que c'est lié à une maîtrise des automatismes ou est-ce que c'est lié à une compréhension d'énoncés ou à d'autres paramètres? Donc, le fait de les faire basculer sur les tests spécifiques des automatismes en seconde professionnelle, ça permet d'identifier s'ils ont des difficultés ou pas dans les automatismes. Et ceux qui sont par contre plus en réussite dans la résolution de problèmes, on va leur fournir des exercices complémentaires. Donc ça, c'est à partir du deuxième outil qui permet d'identifier vraiment les items, de rentrer plus dans le cœur de la classe, on va dire. Donc là, on a identifié un item, l'item qui était le moins bien réussi, à 37%. Et puis, on est allé chercher cet item. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet item? Et donc, on est allé rechercher l'énoncé avec, donc là, une formule littérale pour le calcul d'un volume. Et puis, on est allé voir les distracteurs. Quels étaient les distracteurs qui sont intervenus dans l'échec de cet item? Et là, on a repéré, alors c'est une petite division, c'est une demi-division, donc il y a 15 élèves. Donc, on a repéré 6 élèves sur un premier distracteur. L'élève se trompe en effectuant la confusion entre le carré et le double. Et un deuxième distracteur où là, il y a 4 élèves, où en fait, l'élève inverse l'attribution des valeurs, c'est-à-dire que dans l'énoncé, les données ne sont pas dans le même ordre que dans la formule. Donc, on vous propose une piste d'exploitation. Par exemple, le distracteur qui est en lien avec la confusion entre le carré et le double, on pourrait très bien faire travailler ces élèves sur cet automatisme-là avec un jeu du type Kia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'est par exemple, vous avez une question, une carte où on demande qui a 5 au carré et parmi les autres élèves, il y a quelqu'un qui va avoir la réponse, qui va avoir 25. Et donc, on peut proposer 2 réponses, le 10 et le 25. Et du coup, par l'intermédiaire du jeu, on va pouvoir travailler cet automatisme. Voilà. Si jamais, par exemple, vous voulez travailler sur l'autre distracteur qui est l'ordre des données, et là, vous allez anticiper ce distracteur et vous allez proposer soit des données sous forme de schéma, parce que peut-être que ça peut permettre à l'élève de repérer plus facilement les données, ou soit, dans un premier temps, vous proposez un énoncé avec des données dans le bon ordre. Pour les élèves qui ont des difficultés et qui ont utilisé, qui sont tombés dans ce distracteur-là. Par contre, le groupe d'élèves, lui, qui a réussi cet item, vous pouvez proposer le même énoncé, mais avec des données dans le désordre ou avec des données supplémentaires qui ne vont pas servir. Voilà. Ça ne demande pas beaucoup de travail dans la différenciation, mais ça permet du coup de pouvoir travailler en fonction des distracteurs. Voilà un type d'exploitation possible quand on va vraiment fouiller dans les items et dans les distracteurs. Merci beaucoup Léa, et on vient là de voir en fait l'exploitation des tests spécifiques à travers plusieurs exemples. Et c'est vrai que
il y a un premier outil qui permet d'exploiter les domaines, les résultats par domaine. Cet outil-là, il a été transmis à vos chefs d'établissement, donc ils en disposent d'ores et déjà, puisqu'on leur l'a présenté la semaine dernière. On en a fait ici une petite présentation simplement pour l'exploiter. Et là, ce dont on parle en ce moment, c'est des tests spécifiques, donc des résultats détaillés des élèves, c'est-à-dire, vous voyez, les distracteurs, les réponses d'élèves, etc. Et donc, l'outil qu'on utilise pour cela, en revanche, il va vous être mis à disposition via les sites disciplinaires, en maths et en français. Donc, on vous enverra un lien de téléchargement en début de semaine prochaine, on verra par quel canal, pour vous permettre d'avoir accès à ces différents tableurs. Alors, pour vous en faire une toute petite technique, voilà. Vous allez recevoir un répertoire qui s'appelle tableur test spé seconde, peu importe son nom, et à l'intérieur duquel vous allez trouver 2 répertoires et un fichier. Les 2 répertoires, ils ont vocation à recevoir les données brutes que vos chefs d'établissement vous mettront à disposition. Donc les données brutes en maths et en français. Et ensuite, en activant le fichier, on va venir générer ce fameux tableur. Alors, vous avez ici la manière dont on procède, c'est assez classique. Il faut penser à activer le contenu, donc c'est dans Excel. Il faut penser à activer le contenu, parce qu'il y a des macros qui tournent derrière, des petits programmes. Et ensuite, vous avez une démarche qui est expliquée ici. Donc, on dépose tous les résultats bruts dans les répertoires indiqués, comme on l'a dit. Et puis ensuite, on vient successivement cliquer sur les 3 boutons qui se trouvent en dessous, en bleu. Vous les voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais sur le fichier, la page information, vous les verrez, et qui viennent progressivement alimenter votre fichier. Et une fois l'opération terminée, eh bien, vous avez accès à l'information qu'on vient de vous présenter. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout, Odile. Oui, tout à fait, on arrive au bout. Là, c'est de la visio pour les lycées, après avoir fait celle pour les collèges. Est-ce qu'il y a une question? Alors, Monsieur Dumas ou Madame Dumas, je ne sais pas, dans le cadre d'une réunion de professeurs concernant les résultats des évaluations, des intervenants peuvent-ils se déplacer sur les établissements? C'est de quel type d'intervenant? Alors, on peut, de toute façon, effectivement, venir vous aider dans cette exploitation, ça peut être une possibilité. Vous êtes dans quel établissement, monsieur ou madame Dumas? En lettres ou en mathématiques? Alors, j'en profite pour rebondir sur cette question. Dans le cadre du PAF pour le lycée professionnel, en mathématiques, physique, chimie, on a une formation sur justement les effectifs réduits et l'exploitation des tests de positionnement. Donc, c'est aussi une possibilité d'aborder cette thématique en s'inscrivant au PAF pour le lycée professionnel en mathématiques, physique, chimie. Le processus que vous venez de décrire est classiquement fait par les chefs d'établissement ou par nous? Ça, on peut répondre. Alors, allez, vas-y. Il y a 2 processus. Le premier, c'est celui qui consiste à générer, si on parle simplement d'un point de vue technique, si j'ai bien compris la question. D'un point de vue technique, le premier fichier d'exploitation par domaine, il a été envoyé par vos chefs d'établissement, donc eux peuvent le compulser et vous l'envoyer. Ils peuvent aussi vous envoyer les résultats bruts par domaine. Par contre, le fichier dont on vient de parler là, concernant les tests spécifiques, il vous est plutôt destiné, parce qu'il est plutôt destiné au travail d'analyse un peu plus fin, et donc d'apporter une information qui peut réguler vos processus d'apprentissage, vos démarches d'apprentissage avec la classe. Voilà. Donc ce fichier-là, en revanche, il sera téléchargé via les sites disciplinaires en maths et en français. Et ensuite, de votre côté, à vous de le compulser avec la petite démarche qui est décrite. C'est-à-dire il faut récupérer les données brutes des tests spécifiques, les déverser dans le fichier, dans les répertoires, pardon, et le fichier ensuite se génère quasiment tout seul en cliquant sur 3 boutons. Mais après, ça sera aussi communiqué aux chefs d'établissement. Ils vont avoir les 2 fichiers. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est qu'ils mettent les données brutes dans le fichier 1, ils mettent les données brutes dans le fichier 2, et ensuite, effectivement, il vous les enverra. Et si ça vient pas d'eux, à ce moment-là, vous aurez le fichier et vous leur demandez de le faire aussi. Je pense que ça posera pas
problèmes, de façon à ce que vous puissiez les manipuler, regarder un petit peu ce qu'il en est et vous intéresser à quelques items ou alors à des domaines, quoi. Hein. Donc, bref, essayer de commencer à mettre en œuvre un certain nombre de démarches pour justement analyser ces évaluations et prendre en compte les difficultés des élèves que vous avez. Mais les 2 fichiers, ils sont destinés aux chefs d'établissement et ils sont aussi destinés aux professeurs. Et c'est vrai que le fichier 2, comme disait mon collègue, c'est quand même un fichier qui est très pédagogique, qui demande des connaissances didactiques qui ne sont pas disons que le chef d'établissement, il n'a ni l'expertise ni le temps de travailler là-dessus, alors que vous, ça peut tout simplement vous servir à construire une séance de travail, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, à la question, l'accès des données en qualité de professeur d'SVT, en réalité, tous les professeurs de l'établissement ont accès à ces données. En revanche, les personnes extérieures, encore une fois, n'ont pas accès à ces données-là. Mais tout professeur de l'établissement, oui. Donc, vous pouvez tout à fait demander à votre chef d'établissement qu'il vous envoie, qu'il vous communique les résultats à la fois par domaine et aux tests spécifiques de vos élèves. Voilà, chers collègues, écoutez, merci beaucoup. On n'était pas très nombreux, c'est dommage qu'on n'ait pas pu finalement, on ait pris une plateforme aussi imposante parce que on peut pas, vous pouvez pas mobiliser votre micro alors que ça aurait pu être intéressant de le faire. Écoutez, un grand merci pour votre attention, pour votre présence, pour votre intérêt aussi pour cette démarche. Et puis, on vous souhaite un excellent week-end et au plaisir de vous retrouver en établissement. Alors, il y a encore une dernière question parce qu'on a un petit décalage. Madame Chekoubi, oui, le processus de transfert des données est expliqué. Alors en fin de diaporama, mais surtout sur la première page du fichier. La première page du fichier, vous avez le processus de transfert qui est décrit et qui est vraiment pas à pas avec le minimum de gestes à réaliser, qui se résume à copier-coller des données dans un répertoire et appuyer successivement sur 3 boutons. Bon, écoutez, chers collègues, merci. Merci à tous. Très bonne soirée, très bon week-end. Merci. Au revoir.